Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préhistorex. Aujourd'hui, on se retrouve à Carnac pour l'un de mes lieux mégalithiques préférés, les dolmens de Mané-Carrionned. On se retrouve directement après le générique. On vient d'arriver sur le site de Mané-Carrionned. Alors on n'a pas de chance parce que le site est au bord de la route. Ça va sûrement s'entendre un petit peu, mais bon, on va faire avec. Mané-Carrionned est un ensemble de 3 dolmens qui datent de -3500 à -3000 avant notre ère, soit du néolithique moyen. Tel qu'on aperçoit le site, on ne voit que 2 dolmens à la surface, mais c'est parce qu'il y en a un qui est toujours enterré. Mais vous inquiétez pas, on ira le voir tout à l'heure. Il s'agit de dolmens à couloirs simples. Si on les regarde attentivement, on remarque que les couloirs sont presque indifférenciés de la chambre, avec juste une légère évasion au niveau de l'espace funéraire. Donc ça a l'air de tirer un petit peu vers l'allée couverte, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse leur donner ce qualificatif. Ces dolmens sont en fait les restes d'un cairn qui ont été englobés dans un tumulus. Et d'ailleurs, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde le site, on remarque qu'il est encore légèrement bombé. Donc ça, ce sont les restes du tumulus qui a malheureusement été complètement enlevé lors des fouilles au XIXe siècle. Cet ensemble est unique puisqu'il a une petite particularité, c'est que le plus petit des dolmens, celui qui est juste derrière moi, est perpendiculaire aux 2 autres. 2 solutions à ça, soit le tumulus avait une forme un petit peu spéciale, soit les dolmens ont été construits au fur et à mesure et à plusieurs époques, ce qui semble être la solution la plus probable. Si c'est le cas, il y a une forte probabilité pour que le plus petit des 3 dolmens ait été construit en premier et que les 2 autres soient des ajouts au fur et à mesure du temps. Et ça, on le sait, qu'il y a eu des ajouts de sépultures les unes à côté des autres. C'est absolument pas une surprise, c'est quelque chose de vraiment très commun. Ce sont des lieux qui sont conçus pour marquer le paysage, pour être vus de très loin. Donc c'est vrai que là, on voit de la forêt tout autour, mais à l'époque, c'était plutôt des paysages de prairies. Donc on les voyait vraiment de très loin. Il y a quelque chose d'assez logique à continuer à les utiliser et à aménager des tombes les unes à côté des autres pendant ce laps de temps. D'ailleurs, à proximité, il y a le dolmen de Kerriaval, également un petit alignement ainsi qu'un cromlech. C'est vraiment un lieu très concentré en mégalithes qui indique que de ce côté de Carnac, il y a une communauté qui a eu la nécessité d'avoir un espace funéraire et religieux à proximité. Avant d'aller visiter le 3e dolmen et le plus intéressant, Mané-Carrionned en breton, c'est littéralement la butte au Corrigan. Et d'ailleurs, en Bretagne, c'est pas rare que ces monuments aient des noms qui fassent référence à des légendes celtiques. Ce sont des lieux qui continuent à marquer l'imaginaire commun, qui l'ont toujours fait. Certains ont même été christianisés. Donc sur ce,
on va aller visiter le 3e dolmen. Ici, on a retrouvé quelques fragments de corps, un mobilier funéraire principalement composé de poteries, mais aussi de 2 fusailloles, 2 petits objets qui vont servir à filer la laine. Et ça, c'est intéressant puisque, comme on le sait, au néolithique, on n'enterre pas les hommes et les femmes avec les mêmes objets. Et sachant que pour les femmes, on va être sur des objets relatifs à l'artisanat, eh ben, ça veut dire qu'une femme a certainement été enterrée ici. La sépulture est composée de 27 orthostates, dont 6 sont gravés, et il faut bien dire que ces gravures, elles sont vraiment incroyables. Comme d'habitude, on retrouve une partie du corpus de signes du néolithique armoricain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si les mégalithes ont commencé à être étudiés au XVIIIe siècle, ce sera seulement au XIXe, en 1814, que les premières gravures seront repérées par Armand-Louis Maudet de Penouette. Il faut dire aussi qu'à l'œil nu, sans avoir l'habitude, elles sont vraiment difficiles à repérer et c'est pour ça qu'elles ont dû passer inaperçues pendant si longtemps. Ce sera seulement en 1832, avec la découverte de Gavrinis et de son intérieur exceptionnellement gravé, que l'étude de l'art mégalithique va vraiment commencer. On va voir ces espèces de serpentiformes qu'on peut trouver par exemple à Gragnols, qu'on a déjà visité, ou au Magno à Carnac. Pendant longtemps, on a pensé que c'était des serpents et que les personnes du néolithique avaient un culte autour du serpent, culte qu'on appelait l'ophiolatrie. Celle-ci, c'est une de mes préférées. C'est évident que le relief a été pris en compte pour créer le motif. Il y a une petite question qui reste en suspens. Est-ce que les dalles ont été peintes ou non? Une chose est sûre, c'est que dans l'ouest de la France, on retrouve très peu de traces de pigments, voire pas du tout. Et il semble que l'usage des pigments chez les sociétés néolithiques est beaucoup trop récurrent pour que l'ouest de la France ait pu échapper. Deux solutions à ça. Soit les pigments ont été trop fragiles pour tenir, soit les colorations ont concerné des structures en bois, et ça on le sait, le bois c'est un matériau archéologique qui ne tient pas du tout dans le temps, donc pour en retrouver, c'est pas vraiment facile. J'ai l'impression qu'on a également des crosses. Ces petites figures géométriques aussi qui ressemblent à celles qu'on a vues au tumulus de Kercado. Et donc, comme d'habitude, la grande question, c'est qu'est-ce que tout ça signifie? Comment est-ce qu'on interprète? Comment est-ce qu'on lit l'histoire? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il s'agit d'un mythe? D'une histoire personnelle? Encore une fois, ça reste en suspens. En tout cas, si le corpus de signes est le même dans tout le massif armoricain, voire en France, voire en Europe, ça montre bien que les sociétés néolithiques, ce ne sont pas juste des petits villages archaïques indépendants les uns des autres, mais que ce sont des gens qui partagent au moins une partie de leur culture. Et ça, c'est pas si étonnant, puisque comme on sait que ce sont des gens qui viennent d'Anatolie et qui ont petit à petit essaimé sur la France, ce serait assez normal qu'ils partagent une partie de leur mythe ou au moins la base de quelque chose. Et il faut dire aussi que ce sont des gens qui voyagent, qui commercent parfois sur de longues distances, donc qu'il puisse y avoir des échanges culturels, c'est vraiment pas si étonnant que ça.
on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour visiter un nouveau lieu mégalithique. Et en attendant, je vous dis à bientôt.